Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité. La comédie menant à tout à condition de ne pas en sortir. Vous avez petit à petit ajouté à cette passion, celle de l'écriture, de la mise en scène, de la réalisation et de la production, une montagne d'activités que vous avez choisi d'exercer au cœur des sommets suisses. Bonjour Pascale Rocard. Bonjour Jacques Pessis. Alors, on vous connaît comme comédienne, on connaît moins votre parcours en dehors des séries, des films, et on va l'évoquer aujourd'hui dans les clés d'une vie, à l'occasion de plusieurs actualités, notamment un livre, L'objet de votre amour, qu'on va évoquer tout à l'heure, un livre de photos et de textes. Et le principe des clés d'une vie, donc, c'est de choisir des dates. Et il y en a une que j'ai choisie, un petit peu à contre-cœur, parce que elle correspond à nous deux. Le 17 janvier 1979, ce sont vos débuts à l'écran et les miens, dans un film qui s'appelait La frisée au lardon. Ça vous dit quelque chose? Alain Jaspard, exactement. Il y avait Michel Aumont, il y avait Bernadette Lafont. Oui. Il y avait Jacques Ramade et quelques autres. Voilà. Et Bernadette Lafont était là le week-end avec Jean-Pierre Calfon. Je ne sais pas ce qui se passait, mais il repartait le week-end, à la fin du week-end, avec un œil au beurre noir. Je me souviens pas de ça. Alors c'était une comédie dans laquelle j'avais par erreur été engagé. Ce sont mes débuts et mes adieux au cinéma. Mais vous, ce sont vos débuts. Et c'était une histoire de femmes qui partaient en vacances en Bretagne pendant que les maris, eux, faisaient la fête à Paris. C'était ça? Je crois que c'était ça, oui. Et vous aviez 18 ans et votre personnage avait 15 ans dans l'histoire. Voilà, c'est vrai que je faisais vraiment gamine, mais c'était une jolie découverte parce que je pensais pas faire de cinéma. J'étais au théâtre, donc voilà. Voilà. Et il se trouve qu'en plus ce film était écrit, je m'en souviens très bien, au jour le jour. Le scénario changeait chaque matin parce que le réalisateur avait une idée, pas toujours bonne, mais je crois que celles et ceux qui ont un DVD ou une cassette, c'est un collector. Alors, il se trouve que ce film a été le point de départ de votre carrière, mais dans la foulée, quelques semaines plus tard, est sorti un autre film beaucoup plus sérieux, qui est L'Esprit de famille de Jean-Pierre Blanc. Avec Michel Serrault, et c'était un peu l'adaptation des 4 filles du Docteur March, et j'avais le rôle principal. Mais j'ai pas compris tout de suite que j'avais le rôle principal. C'est-à-dire ? Je l'ai vu quand on a fait la projection. Oh, je me suis dit, mais c'est quand même moi le rôle principal. Et comment on peut ne pas savoir ? Ben, j'étais un peu innocente, sans doute. Je pensais pas avoir autant de place, quoi. En tout cas, c'était, je crois, la première histoire d'amour du personnage que vous interprétiez, avec le père qui était un médecin, qui était Michel Serrault, et tourner avec Michel Serrault à ses débuts, Pascale Rocard, c'est pas mal. C'était magnifique. Mais j'ai eu de la chance parce que j'ai tourné toujours avec des grands comédiens ou des grandes comédiennes. Mais Serrault, c'était quelqu'un d'à part. Il était sympa, pas sympa? Adorable, très drôle. Et dans l'instant, il passait en tragédie. Il pouvait être aussi bien tragédien que comédien. Et juste avant, moi, j'avais envie de rire. Et puis, il fallait de nouveau se reprendre. Non, c'est un personnage extraordinaire. Oui, moi, je me souviens quand il répétait La cage aux folles dans un restaurant, il s'installait et il commençait à cligner des yeux comme Zaza. Et les clients ne comprenaient pas en disant « Mais c'est Michel Serrault, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il fait ?» Non, un beau personnage. Un personnage étonnant. Alors, je crois que ce film, quand même, il y a eu un problème, Pascale Rocard, c'est qu'à cause de ce film, vous n'avez pas passé le bac. Et c'est vrai, oui. J'avais réussi à passer le bac français en tournant de nuit, en arrivant le matin, c'était compliqué. Et après, il y avait le bac et ma maman m'avait dit, et la production n'avait pas voulu changer. C'était sur les Turlupins. Oui, c'était un an plus tard. Oui. Et la production n'avait pas voulu changer, j'avais trop de dates. Et maman avait dit, bon, tu passes le bac ou tu prépares ton film. Alors j'avais eu une sorte de bénédiction, donc j'ai tourné, puis j'ai pas passé le bac. C'est plutôt rare les parents qui réagissent comme ça. Exactement. Alors, il se trouve que quelques temps plus tôt, vous aviez déjà postulé pour un autre film, Pascale Rocard, qui était L'Hôtel de la plage. Est-ce que... Ah non, oui. je sais pas. Ah si. Vous avez postulé, vous avez fait des auditions pour ce film de Michel Lang, où on débutait Anne Paris et autres. D'ailleurs, vous l'avez dit dans une interview un jour. Ah bah, je sais plus. Voilà. C'est il y a trop Et je crois longtemps. que vous aviez eu des problèmes, des points de suture. Vous n'avez pas été blessé quelque temps avant, non? Ah, mais c'est avant que je fasse du cinéma. Ouais. Une année, jour pour jour, j'étais au théâtre et je jouais Le vent dans les branches de Sassafras, de René de Obalia, et j'ai raté la marche et je suis passée dans le décor et je me suis fait 37 points de suture. Voilà, et c'est à ce moment-là qu'il y a eu l'audition de L'Hôtel de la plage. Je
Je me souviens plus. Voilà. Je me souviens pas des choses que je n'ai pas réussies, en fait. Alors, il se trouve que votre passion pour le théâtre, ça vient d'un soir où vous allez voir une pièce de Samuel Beckett en attendant Godot, Pascal Rocard. Tout à fait juste. Et j'ai un choc. Je pense que j'ai un choc sur l'histoire. Je n'ai pas complètement conscience de l'idée de la mort que cela représente, mais je pense que c'est ça. Et j'ai adoré ce spectacle. Et je suis rentrée chez moi et j'ai dit à maman, je serai comédienne. Et vous étiez là par hasard dans ce théâtre? Non, non, j'avais été voir cette pièce, Oui. comme j'allais au théâtre, jeune, mais j'allais régulièrement au théâtre. Et Beckett, quand il parlait de cette pièce, on l'interrogeait pourquoi c'est devenu un classique. Il répondait, je ne sais pas, je n'ai aucune idée sur le théâtre, j'y connais rien et j'y vais pas. Incroyable. Il a quand même réussi un chef-d'œuvre. Ah, mais vraiment, et pas que celui-là. Alors, vous décidez donc de passer au théâtre et vous commencez par prendre des cours au conservatoire de Louvciennes, je crois. Exactement. Le professeur était Thierry Destray, décédé depuis. Et pourquoi ce conservatoire? Parce que j'habitais pas loin, j'étais à Bougival, banlieue ouest, donc c'était là où il y avait des cours de théâtre qui m'intéressaient. Et d'ailleurs, cette ville de Louvciennes est célèbre car Pierre Lazareff, directeur de France Soir, avait une maison Superbe. où chaque dimanche il recevait le tout Paris. Mais tout le monde. Exactement, dans la forêt. Ouais, elle était magnifique cette propriété. Et un jour, d'ailleurs, il y a un invité qui vient, c'est Marcel Pagnol. La femme de Pierre Lazareff, Hélène Lazareff, dit « Il faudrait que vous écriviez une nouvelle pour moi, pour Noël, pour le journal Elle, qu'elle dirigeait. » Et ça a été le début des souvenirs d'enfance. D'accord. Oh, j'apprends des choses, j'adore. Et puis, je crois, parce que un autre comédien m'en a parlé, vous avez fait le concours interscolaire au Théâtre Montansier. Exactement, vous êtes bien renseigné. J'ai écrit ma première pièce qui s'appelait Colin et Archibald. J'ai joué avec mon amie Stéphanie Seillan et donc c'était dans ce magnifique théâtre et j'ai eu des prix avec ce spectacle. Qu'est-ce que c'était Colin et Archibald? C'est un peu très inspiré justement d'En attendant Godot. On jouait deux hommes qui ne savaient pas trop où est-ce qu'ils allaient et c'est l'idée de qui on est, où est-ce qu'on va. C'était assez... En même temps, je faisais de la musique, ça partait dans tous les sens hein, au niveau dramaturgie. Mais c'est l'idée du double, de savoir qui on est et il y a toujours un double en soi et il faut les faire jaillir ces doubles. Et cette pièce, vous ne l'avez jamais rejouée ensuite? Non, non, voilà, j'avais 16 ans, mais ça m'a porté chance. Alors, il y a le théâtre et il y a le cinéma, parce qu'à cette époque-là, vous allez multiplier les castings et les tournages, et avec une nouvelle génération de comédiens, parce qu'il y a Ma femme s'appelle Revient, ou Michel Blanc, Ouais. qui pour la première fois, La troupe du Splendide. Il y a ensuite un autre film où Thierry Lhermitte et Daniel Auteuil débutent pratiquement ensemble, et à chaque fois, il y a Pascal Rocard. La vie m'a offert quelques cadeaux, il est vrai, et peut-être que j'ai su en tirer profit quelque part. Alors, ce film avec Daniel Auteuil et Thierry Lhermitte, la bande originale, c'était ça. L'Indique. Car vous aviez, c'est un film important, L'Indique, et vous aviez un rôle important, Pascal. J'avais le rôle féminin principal, entouré de ces superbes acteurs qui commençaient dans un côté dramatique, Oui. parce qu'ils venaient de la comédie, Bien les sûr. deux. Et Daniel c'était Auteuil. leur premier rôle dramatique. Thierry Lhermitte venait des Bronzés, et des Bronzés font du ski, et Daniel Auteuil avait tourné Les Soudoués, entre autres. Exactement. Et donc, il se trouve que L'Indique, c'est l'adaptation d'un roman de Roger Borniche, qui nous a quittés à 101 ans, qui est un policier, qui a fait Flick Story, grâce à Alain Delon qu'il avait repéré, qui avait arrêté Émile Buisson, l'ennemi public numéro 1, et qui a fait une carrière de romancier pendant des années et des années. Et c'est vrai que c'était beaucoup de travail. Et puis, vous avez quand même aussi tourné sous la direction de Maurice Pialat. Oui, aussi, c'était Police, avec Gérard Depardieu. C'est quand même pas mal. Bah, c'était magnifique. Et là aussi, quand on arrive toute jeune et qu'on a Depardieu, Pialat et d'autres géants, parce qu'il y avait Sophie Marceau aussi, c'est pas simple à gérer. Disons que c'était plus difficile de gérer Pialat que de ma relation avec Depardieu. Pialat, il était pas facile avec tout le monde. C'est-à-dire? C'était pas une bonne personne humaine. Bon, Voilà. On l'a vu quelques fois, mais il était très dur avec les comédiens. Mais pas qu'avec les comédiens, il était dur avec tout le monde. Il avait besoin d'aller titiller les gens. Et quand on est une jeune comédienne comme ça et qu'on se retrouve face à un géant comme ça,
un peu monstrueux. Qu'est-ce qui se passe? Ben, je pense, moi, j'ai été assez protégée par Gérard Depardieu, parce qu'on s'entendait très très bien au niveau du travail et il me respectait beaucoup comme comédienne et du coup, il a fait un peu protection. Puis donner des conseils aux jeunes comédiennes aussi. En tout cas, ça s'est pour moi bien passé avec Gérard Depardieu et les autres comédiens, parce les autres comédiens, on était tous un peu angoissés de la situation et aussi les techniciens. Mais enfin, c'est un film qui est devenu un classique aussi. Voilà. Mais vous mesurez aujourd'hui avec le recul ce parcours, ce début de parcours avec des films qui sont devenus pratiquement cultes? Disons que tout ce que j'ai fait, je l'ai choisi. Les autres films, je les ai pas faits et je les ai pas voulus. Vous choisissiez vos films? Exactement, même si j'avais pas énormément de propositions, je suis quelqu'un qui sait dire non depuis le départ, depuis mon enfance, et donc tout ce que j'ai fait, je l'ai fait en spontanéité, sans idée de carrière, et ça effectivement, ça donne un parcours assez iconoclaste. Voilà. Et un parcours qu'on va continuer à évoquer à travers une autre date qui ne vous correspond pas, je le précise immédiatement, mais qui est importante pour vous, le 23 décembre 1954. A tout de suite sur Sud Radio avec Pascal Rocard. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Pascal Rocard. Nous parlerons tout à l'heure de L'objet de votre amour, un livre photo particulièrement original chez Slakin. On parlera aussi de Chromosome Plus, un film que vous avez présenté récemment. Mais on revient à une date de votre carrière qui n'est pas votre carrière, mais qui est liée à votre famille. Le 23 décembre 1954, une BD sort, et cette BD, voici la voix de l'auteur. C'était vraiment, je considérais ça comme une petite farce, comme une petite chose. C'est la voix d'Hergé. Et Hergé publie pour la première fois dans Tintin les premières planches de l'affaire Tournesol. Et l'affaire Tournesol, finalement, c'est presque votre histoire de famille au départ. Quelque part, effectivement, parce que Hergé s'est inspiré pour faire Tournesol de mon grand-oncle, qui est le père de Michel Rocard, Yves Rocard, inventeur de la bombache, entre autres, mais effectivement, qui avait une grosse moustache, un pendule, parce qu'il s'est énormément intéressé au magnétisme, et en même temps, mon mari, Pierre-Antoine Hirault, qui est dans la famille Picard, c'est eux qui ont été plus haut dans la stratosphère, et il y a eu, effectivement, Hergé a été inspiré des frères Picard pour Tournesol. Alors, il avait des petites lunettes et des cheveux comme ça. Alors, la famille de Picard disait « Mais c'est bizarre, pourquoi il a une grosse moustache et un pendule et il est sourd comme un pot ?» Parce qu'ils ne savaient pas que c'était Yves Rocard. Donc, ce mélange a donné Tournesol. C'est incroyable. Hein. C'est incroyable. Et je crois qu'il y a aussi il y a le bathyscaphe qui est Auguste Picard est à l'origine du bathyscaphe. Exactement. Alors, il se trouve que Tournesol est un personnage qui est né dans Tintin, et l'affaire Tournesol, en filigrane, c'était au moment de la guerre froide. Il a eu l'idée de cette histoire, et c'est la première fois dans l'histoire de Tintin qu'il réalise les dessins d'un côté et les couleurs de l'autre. Avant, il mélangeait tout. Donc c'est un album clé de Tintin qui vous correspond. Et puis il y a l'hôtel Cornavin à Genève, parce que, qui est cité dans l'affaire Tournesol, et Genève, c'est la Suisse. C'est vrai. Donc encore un point commun. Alors, il se trouve que effectivement, votre mari a été important, et il est toujours aussi important, parce qu'il a commencé par réaliser des films de montagne jusqu'en Himalaya. Oui, son premier film, c'était sur son petit frère trisomique, donc je reviendrai aussi par rapport à mon film, parce que son petit frère était trisomique, et il a fait un très très beau film qui a tourné partout et qu'il a lancé. Et après, il a fait beaucoup de films documentaires dans le monde entier, en Himalaya, en Afrique, et puis au cinéma en fiction, et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Donc Pierre-Antoine Hirault et Pascal Rocard, en fait, c'est une histoire d'amour assez normale. Un réalisateur et une actrice, on aurait pu être plus original. Oui, mais en même temps, l'originalité, c'est tout ce qu'on vient de raconter. Et il se trouve d'ailleurs que les films de montagne sont assez rares entre un réalisateur et une actrice. Ça a été le cas de Gérard Herzog et de Marie-Josée Neuville, qui avait été une chanteuse célèbre dans les années 50, la Brassens sans jupon. Ils ont tourné un film qui s'appelait La Voix de Jackson, qui a été un grand succès de télévision. Absolument. Et il se trouve aussi que Gérard Herzog a été, on ne le sait pas, le réalisateur des campagnes électorales à la télévision de Georges Pompidou, Valéry Giscard d'Estaing et François Mitterrand. Incroyable. Et quand on parle de François Mitterrand, on parle de Michel Rocard, bien entendu. Et alors, les gens sont persuadés que vous êtes sa nièce, ce qui est faux.
Ben oui, et à chaque fois, il fallait remettre l'église au milieu du village, mais les journalistes n'avaient pas envie de marquer petite cousine. Alors, ils disaient nièce. Bon, bah, à chaque fois, je disais non, voilà, c'est comme ça, c'est mon grand-oncle. C'est-à-dire cousin. Votre grand petit cousin. cousin. Oui. Et Yves Rocard, son papa, et mon grand-oncle. Voilà. C'est le cousin direct de mon papa, qui est décédé très jeune. Et justement, Michel Rocard a été celui qui vous a parlé de votre père, parce que vous avez vécu un drame. Votre père est mort devant vous quand vous aviez 6 ans. Exactement. On allait en bateau. Et il a eu un AVC, et puis voilà, il est parti. Vous avez cru qu'il dormait? Exactement. C'est Donc fou. la mort, pour moi, était un grand sommeil tout doux. Mais on est traumatisé à cet âge-là, Pascal Rocard. Mais en fait, on a beaucoup d'idées de ce que les enfants vivent par rapport à la mort. Moi, je me suis fabriquée là-dessus. Mon père, il dort. Une fois, j'ai compris qu'il était en train de dormir. Donc, en fait, je m'en suis sortie toute seule parce que, voilà, la mort est pas très loin dans ma vie, mais avec beaucoup de délicatesse. Mais il se trouve aussi que vous avez totalement oublié les souvenirs de vos premières années. Ah oui, c'est vrai. Les 6 premières années, je les ai pas. Mes amis d'enfance qui sont dans le livre ont des souvenirs de mon père et moi, je n'en ai pas. Comment ça se fait qu'on oublie ces 6 années? Je pense que c'est une fabrication de la survie qu'on a spontanément. Et c'est Michel Rocard qui, un jour, vous a parlé de votre père, Pascal Oui, Rocard. parce que la famille n'en parlait pas. Bah voilà, il était mort, c'est comme ça, on avance, on trace. Et c'est Michel qui m'a beaucoup parlé de mon père. Et ça, c'était important pour moi. Parce qu'effectivement, vous ne saviez rien, vous étiez trop petite. Oui, j'ai su des choses par mon frère et ma sœur, mais voilà, moi, j'ai que 3 images. C'est court. J'ai des souvenirs d'enfance, mais pas avec lui. Et ce côté artiste, je crois que vous le tenez de votre mère, Mouti. Oui, maman avait travaillé au Vitraux de Paris. Elle était aux ateliers de Notre-Dame de Monsieur Chevalier. Elle avait travaillé au Vitraux moderne. Puis après, elle s'est mariée. Bah, à l'époque, on se mariait, on arrêtait de faire l'artiste et puis on gérait une famille. Donc, quand mon papa est décédé, bah, on est revenu à faire l'artiste. On avait le droit. Voilà. Et en même temps, elle vous a presque encouragé à faire ce métier. Elle ne s'est pas opposée à tout ça. Oui, puis mon frère est peintre, ma sœur écrit des livres pour enfants. Donc on est tous devenus artistes, mais soutenus par notre mère qui nous disait « Soyez heureux, même si vous devez manger de la vache enragée ». Je trouvais ça un peu curieux. Ça voulait dire quoi, la vache enragée? J'ai compris plus tard. Et il se trouve aussi qu'il y a quelque chose de très important dans votre entourage d'enfance, c'est le bouddhisme. J'ai suivi des enseignements, mais parce que je suis intéressée par cette philosophie. Et surtout, le personnage du Dalai Lama est quelqu'un de tellement magnifique que c'est toujours magnifique de recevoir des enseignements de cette personne parce qu'il vous aide à essayer de s'améliorer. Et il y a un mystère qui n'a jamais été élucidé, c'est qu'on ne connaît pas la date exacte de naissance de Bouddha. Les Népalais disent que c'est 623 avant Jésus-Christ et d'autres considèrent que c'est vers 400 avant Jésus-Christ. Il y a un débat depuis des décennies là-dessus. Alors, la sérénité, justement, vous l'avez trouvée en vous installant en Suisse, dans le Valais. Ça a changé votre vie, Pascal Rocard? Disons que le film Le combat des reines que j'ai tourné avec Pierre-Antoine Hirault, qui m'a apporté 4 prix d'interprétation au passage, m'a ouvert un univers de la nature, de la montagne, du monde paysan qui est effectivement loin de moi. Et puis quand on a décidé d'aller un petit peu plus loin, qu'on s'est mariés, etc., on s'est plus installé en Suisse, mais j'ai toujours mon appartement de Paris parce que j'aime ma ville et que je suis d'ici aussi. Et j'aime bien marier les contraires entre la montagne solitaire ou la ville de Paris où il y a tellement de monde. Et c'est l'équilibre qui est intéressant et c'est ça qui m'intéresse. Et vous êtes parti à un moment où vous aviez quand même une certaine notoriété, notamment grâce à des séries télévisées comme Le Château des Oliviers ou Le Vent des Moissons, car là aussi, ça vous a donné une grosse popularité à l'époque, Pascal Rocard. Absolument. Mais aussi, le fait de vivre en Suisse m'a permis d'écrire avec Pierre-Antoine une grande série qui s'appelle Sauvetage. Et première coproduction avec la France pour les Suisses, où j'avais le rôle principal. Alors peut-être, si j'étais restée à Paris, j'aurais peut-être pas tout
écrit, du tout écrit. Tandis que là, bon, ben, j'ai créé cette série, je me suis mis à écrire, donc ça m'a donné un autre médium. Oui, mais en même temps, le Château des Oliviers ou le Vent des Moissons, c'était des sagas comme on ne voit plus aujourd'hui. Bon, il y a toujours quand même des grandes séries en télévision, donc il y en a encore. Hein. Disons que c'était les premières grandes séries. Il y avait aussi La Demoiselle d'Avignon, que Frédéric Hébrard et Louis Valle avaient tourné. Et pendant 2 ans, le film est resté dans les tiroirs, personne n'en voulait. Non. Et Frédéric Hébrard connaissait une dame qui connaissait la secrétaire de Pierre Sabag, directeur de l'antenne. La secrétaire dit à Pierre Sabag, il faut absolument que vous preniez 10 minutes pour voir ça parce que personne n'en veut. 10 minutes plus tard, il décidait de programmer La Demoiselle d'Avignon qui a fait 20 millions de spectateurs. Magnifique. Et j'adore Marthe Keller, qui est une amie et qui a aussi vécu beaucoup d'années à Verbier et qui est une actrice magnifique. Et puis, vous avez aussi créé une association des professionnels de l'audiovisuel en Suisse. Ça n'existait pas. Oui, on a créé Valais Film pour unifier et s'entraider pour que les réalisateurs, les techniciens se connaissent. Et puis surtout parce qu'il y a beaucoup de tournages maintenant qui viennent se tourner en Valais, qui est une région magnifique. Mais ça aussi, ça n'existait pas avant. Ben oui, mais c'est toujours bien d'inventer et de trouver d'autres choses, d'autres moyens. C'est ce que vous avez fait d'ailleurs, et on va en parler avec une autre date, le 13 mars 2002. A tout de suite sur Sud Radio avec Pascal Rocard. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Pascal Rocard. Nous parlons tout à l'heure de L'objet de votre amour, un livre de photos et de textes tout à fait original chez Slakin. On parlera aussi de ce film dans lequel vous jouez plein de rôles, Chromosome Plus. Mais là, on revient au début de réalisatrice avec votre premier court-métrage qui est sorti donc le 13 mars 2002 en Suisse et qui s'appelle L'Océan de blé. Là aussi, c'était une nouvelle aventure parce que au départ, vous ne pensiez pas faire de réalisation. Non, mais en même temps, j'ai toujours eu envie d'écrire et j'ai toujours été intéressée par la technique sur les plateaux. Donc, à un moment donné, il y a un producteur français qui est venu m'aborder en me proposant cette nouvelle d'Eric Holder qui est magnifique, donc qui parle d'une histoire d'amour entre 2 femmes. Et du coup, j'ai lu le texte, je dis c'est magnifique et je suis partie et j'ai eu envie de réunir 2 comédiennes qui n'avaient pas tourné depuis 20 ans. Exactement, et ces 2 comédiennes sont liées par un film dont voici la musique. Et oui, la boum, Alexandra Gonin et Sheila O'Connor, c'est incroyable. Elles se sont retrouvées parce qu'elles ne s'étaient pas vues pendant je ne sais pas combien d'années. Comment est venue l'idée? Pourquoi? Parce que je connaissais très bien Alexandra Gonin et le producteur français connaissait Sheila O'Connor. Donc on les a... Et je lui dis, mais c'est une super belle idée parce qu'elles fonctionnent bien ensemble. Je ne sais pas si vous avez vu le court-métrage. Oui. L'une est rousse, l'autre est blonde. L'une a réussi dans le milieu de la chanson, dans l'histoire. Et l'autre est une jeune femme qui vit en campagne avec ses chevaux. Et d'ailleurs, il se trouve que jusqu'à 3 semaines du tournage, c'est Sheila O'Connor qui devait jouer le rôle de Vic, parce qu'on n'avait pas trouvé. Et puis, il y a une audition avec Sophie Marceau, et c'est Sophie Marceau qui est choisie par Daniel Thompson à la dernière minute. Et elle se retrouve avec le rôle de Pénélope, Sheila. D'accord, oui, c'est vrai. Et ce film, d'ailleurs, est sorti, et pendant les 4 premiers jours, ça a été un échec considérable. Il n'y avait personne dans les salles, à tel point qu'on a songé à le retirer de l'affiche. Puis le week-end, tout le monde est venu et ça a démarré. C'est incroyable. On ne sait jamais ce qui se passe avec le cinéma. Alors, il se trouve que ce film de 12 minutes, c'est pas facile à monter. On dit qu'un film, un long métrage est complexe à monter. Un court métrage, Pascal Rocard, c'est pas simple non plus. Non, mais ça a été une coproduction franco-suisse et il a tourné énormément dans le monde, dans tous les festivals LGBT potentiels. Donc c'est assez étonnant parce que, bon, effectivement que ça parle d'amour entre 2 femmes, mais ça parle d'amour tout simplement. Oui, mais là aussi, vous étiez novatrice, personne ne l'avait fait à cette époque-là, en tout cas dans le cinéma. Ouais, il y a 20 ans, oui, c'est vrai. Et pourquoi cette idée? Vous aviez envie de mettre ça en avant? Parce que l'amour est toujours quelque chose qui me touche, quel que soit le sexe, le genre, le pays, la différence d'âge. Je trouve que le couple, en général, c'est un champ d'expérience extraordinaire. Et la nouvelle d'Eric Holder était d'une délicatesse. Donc, c'était écrit par un homme,
mais ça racontait l'histoire d'amour d'une femme autrefois. Oui, mais ça aurait pu faire scandale parce qu'à l'époque, effectivement, ça ne touchait pas les gens comme aujourd'hui. C'est vrai, mais ce film a énormément tourné. Et il est devenu un classique presque dans le genre, un exemple à suivre. Non, en tout cas, dans la délicatesse, c'est sûr. Et puis, vous avez continué avec un film beaucoup plus personnel qui est La petite fille et la mort, Pascal Rocard. Et ça, c'est quelque chose que vous teniez à tourner. Alors, c'est vrai que La petite fille et la mort, c'était une histoire que j'ai écrite, qui est l'histoire d'une petite fille qui perd ses parents en mer et il n'y a pas de corps. Donc, comment une enfant si jeune peut faire le deuil de ses parents sans les voir décéder? Et je trouvais intéressant de travailler, de parler de cela. Parce que moi, d'une certaine manière, j'avais vécu certaines choses et que les adultes ont des idées très arrêtées sur ça, qu'ils ne sont pas obligatoirement celles que l'enfant vit. Et du coup, j'en ai fait une sorte de fable avec Jean-Claude Drouot comme grand-papa, et cette petite fille qui est notre fille, qui est Justine Hirault, et qui est bouleversante dans le film. Et faire tourner sa fille, effectivement, c'est pas simple. En fait, si, c'est simple, justement, parce qu'on se connaissait et on s'aime. Donc, j'avais envie d'apprendre à ma fille l'histoire familiale et je ne l'aurais pas fait avec quelqu'un d'autre, une autre petite comédienne, une autre enfant comédien. Et je lui ai appris la dernière leçon, comme dirait Nicole Châtel, nous allons tous mourir, mais ce n'est pas grave. Et ce film, Pascal Rocard, finalement, se reflète à des événements qui arrivent de temps en temps. Moi, je me souviens de Lionel Poilane, le boulanger, et sa femme. Ils ont disparu en mer avec un accident d'hélicoptère en atterrissant de façon totalement ratée. On n'a jamais retrouvé leur corps. Et leur fille Apollonia, qui dirige aujourd'hui Poilane, a grandi sans revoir le corps de ses parents. C'est important, je trouve, de parler de ça et de savoir comment on appréhende ça. Et bon, l'histoire est une fable, puisqu'on a tourné en montagne, on a tourné à la Tour Eiffel, on a tourné sur la Manche, puis après dans les airs. Donc c'est une poésie quelque part. Oui, mais en même temps, c'est un film qui a fait beaucoup de festivals lui aussi. Voilà, et c'est aussi parce que j'aime bien parler de choses profondes, vraiment des choses importantes qui me touchent en tout cas, mais d'une manière poétique. En même temps, le marché des festivals est beaucoup plus important que certains l'imaginent. En tout cas, bon, c'est du travail. Il faut proposer les films, il faut qu'ils soient choisis. Voilà, le milieu du court-métrage, on les voit pas tout le temps, à part à la télévision, le soir assez tard. Voilà. Et en même temps, le cinéma suisse, bon, pendant des années, on n'en parlait pas beaucoup, Pascal Rocard. Oh, quand même, il y a eu quand même des grands réalisateurs suisses, dont Godard. Bien sûr, oui, mais lui, il a travaillé en France surtout. Mais en Suisse même, moi je sais que le cinéma suisse, ça a commencé dès l'arrivée des Frères Lumière, puisqu'un collaborateur est venu filmer l'exposition nationale de Genève. Et c'est un certain Eugène Dalphin qui a déposé le brevet de la première caméra en Suisse. Incroyable, donc, vous m'apprenez tout ça, c'est merveilleux. Et c'est vrai que le cinéma en Suisse, il a pris de plus en plus d'ampleur, en tout cas avec des producteurs et des metteurs en scène suisses. Oui. Et ça, vous y avez beaucoup collaboré, c'est quelque chose qu'on connaît mal aussi en France. En tout cas, c'est vrai que le cinéma suisse a besoin aussi des coproductions. Donc les choses se mettent en place avec des pays qui les entourent. Et j'en reviens à ce film, Le combat des reines, qui était un film qui a marqué l'époque, puisqu'à l'époque, un ethnologue qui s'appelait Bernard Crétaz a dit à votre mari Pierre-Antoine que votre personnage, Pascal Rocard, avait plus fait en Valais pour la cause des femmes que des années de militantisme. Absolument. Et ça, c'est vrai. Parce que j'ai rencontré plus tard Bernard Crétaz, oui. Et il m'a répété ça. Mais qu'est-ce que c'était le combat des reines? Vous battiez contre des vaches? Non, parce qu'en Valais et dans le triangle, parce que c'est aussi Chamonix et l'Italie, les paysans suisses de montagne ont des vaches noires, on les appelle la race d'airain, qui sont comme des taureaux qui cavalent dans la montagne, et elles ont un signe particulier, c'est que une fois qu'elles sont sur les alpages, elles se battent pour avoir le meilleur coin d'herbe, et elles élissent
entre elles la reine, entre guillemets. Alors, c'est pas les humains qui font ça, c'est elle. Et après, il y a une dirigeante sur les alpages. Et du coup, ils s'en sont un peu servis de tout ça, les paysans. Et quand ils lâchent les vaches après l'hiver, les vaches se battent et ils vont élire celle qui gagne toutes les autres. Et Le combat des reines, le film de Pierre-Antoine Hérault, était une comédie à ce sujet. Et ça a été un réel bonheur. Oui, et un réel bonheur de jouer avec un comédien extraordinaire, et on ne l'imagine pas dans ce rôle, c'est Daniel Prévost. Il y avait Daniel Prévost, il y avait Jean-Marc Bory, on a non seulement c'est sur le ton de la comédie, mais c'est sur le ton aussi de la réalité, parce que le réalisateur nous lâchait dans les événements réels. Oui. C'était secouant. Oui, et puis Prévost est capable d'improvisation dans ces cas-là. Ah oui, puis de gaieté. Et quand je l'ai revu à un festival il n'y a pas si longtemps, il m'en parlait encore, du coup je lui ai filé le DVD. Mais il se trouve en plus que Daniel Prévost a fait beaucoup de radio avec des canulars où il se faisait appeler le viaduc d'Auteuil, ça marchait. Et puis Le Petit Rapporteur, ce film célèbre avec Montcuq, en fait c'est Pierre Bond qui avait trouvé le sujet. Mais non, c'est Prévost qui doit le tourner. Et là aussi c'est un classique de la télévision et de la folie. Oui. Mais il faut une certaine folie pour faire tout ça, Pascal Rocard. Sans doute, j'aurais pas pu rester dans une case. Et alors, il y a eu aussi des prix d'actrices, parce que moi j'ai repéré le festival des films de femmes à Marseille, avec un film La couleur du mensonge, où vous avez eu le prix de la meilleure actrice. Ah oui, c'était joli ça, c'était avec Marie-France Pizier, c'était l'histoire de deux sœurs et d'usurpation, et le personnage de Marie-France prenait mon identité. C'était un magnifique rôle. Et Marie-France Pizier, qu'on a un peu oublié, qui a été une des premières interprètes de François Truffaut, qui a eu quand même 2 Césars de suite en 2 ans, et qui a disparu dans des conditions qu'on n'a jamais vraiment élucidées. Et pour ce film, vous avez appris, je crois, la peinture et le piano. Exactement, oui, c'est juste. Mais, et le piano, c'était quelque chose. Mais là aussi, apprendre le piano ou la peinture pour un film, c'est pas évident. C'est que du plaisir, puisque c'est nouveau. Il y avait aussi dans ce film, Pascal Rocard, François Bernem, qui est lui connu comme auteur de chansons, qui a fait un livre sur Eddie Barclay il n'y a pas longtemps. Quel rapport avec le cinéma ? Et d'ailleurs, François, je l'ai connu à l'époque par Elisabeth Depardieu, mais il y a très longtemps. Il travaillait avec elle. Travaillait avec elle. Bon, il a quand même découvert Renaud, il a fait les textes il a fait la musique de Patricia Cass, c'est quelqu'un d'une grande renommée musicalement. Et là, il était comédien, c'était son premier film, et on était amoureux dans le film, et on est toujours restés amis. Je le vois encore. J'aime beaucoup François, et il a fait les musiques de mes 2 courts-métrages. En plus, mes comédiennes voulaient chanter, donc on a fait chanter les comédiennes. Et puis on continue à se voir, quoi. Et je le trouve très bon dans le film. Et puis il se trouve aussi que vous êtes quand même au milieu de tout ça revenu à vos premières amours, le théâtre, en créant une compagnie en Suisse. Là aussi, c'est un autre travail. Voilà, ça s'appelle Compagnie entre vous et moi. J'ai créé effectivement ma compagnie il y a une dizaine d'années pour créer mes propres spectacles que j'écrivais. Mais c'est énormément de travail, ça s'appelle Entre vous et moi. D'ailleurs, personne n'avait pensé à ce titre. Et il y a eu des tas de spectacles, dont un spectacle, je crois, avec une femme octogénaire. Oui, absolument. J'ai emmené Annelise Fritsch. C'était écrit par Fallecker, qui est un auteur franco-canadien, et qui parle de la vieillesse, parce que je parle toujours de sujets qui fâchent en me fendant la gueule. Oui. Et ce spectacle a tourné énormément au Canada, dans tous les pays francophones, comme mes autres spectacles, ou que j'ai écrit ou que j'ai pas écrit. Le premier étant Les îles flottantes sur le Coba. Mais c'est énormément de travail, énormément de réussite discrète, mais on en parle peu dans les médias. Ce que vous me dites, je le vois dans quelques journaux en entrefilet, mais il n'y a pas de grands articles, alors que vous avez fait beaucoup pour le théâtre et pour votre travail. Disons que là, il y a eu beaucoup d'articles à l'époque, plutôt sur la Suisse, et puis, sauf pour Chromosome Plus, que j'ai tourné aussi en France, qui est la pièce de théâtre sur la trisomie 21. On va en parler. Mais bon... quand je fais quelque chose, je vais jusqu'au bout. Donc, quel que soit le pays, ça déménage et ça bouge. Voilà. Eh bien, vous innovez encore et on va l'évoquer dans quelques instants à travers la date du 10 juin 2025. À tout de suite sur Sud Radio avec Pascal Rocard.
Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Pascale Rocard, on a évoqué votre parcours assez étonnant à la fois de comédienne, de réalisatrice, de metteur en scène, de productrice, etc., etc. Et puis, il y a la photographe. Parce que le 10 juin 2025 est sorti un livre étonnant aux éditions Slakin, L'objet de votre amour, où ce sont des photos et des textes de couples avec un objet dans la main. D'abord, d'où vient cette idée et pourquoi ? Alors, l'objet de votre amour, donc, c'est effectivement une quarantaine de couples que j'ai photographiés avec leur objet totem, le symbole qui les représente. Donc, j'ai demandé aux couples, quels qu'ils soient, quelle soit la différence de genre, de culture ou de pays, qu'ils choisissent un objet qui les représente. Et parce que, pourquoi ? Pour répondre à votre question, le couple, c'est quand même un drôle de truc. Ça perdure, mais en même temps, c'est un champ d'expérience incroyable. Donc j'ai eu envie de parler du couple et c'est l'idée de l'objet que je voulais que ça passe par quelque chose de visuel. Et la photo, pour vous aussi, c'est nouveau. En fait, j'ai toujours fait de la photo, mais là, je suis passée à un autre plan. J'ai commencé d'abord il y a 5-6 ans avec Un mois sans toi, qui était une longue lettre photographique et texte de 13 mètres de long que j'ai dédicacée à l'homme que j'aime. Et donc, je me suis remis à la photo à ce moment-là et toujours lié à l'écriture. Ça, c'est important. Et dans l'objet de votre amour, effectivement, il y a tous ces couples que je vais interviewer même pendant 2-3 heures. Je vais les questionner. Et après, je fais la photo avec eux. Et après, dans la solitude de l'écriture, j'essaye de retranscrire, l'essentiel de leur amour via cet objet que j'écris en prose. Mais en même temps, c'est une façon de plonger dans l'intime et de montrer l'importance de l'union d'un couple, Pascale Rocard. Exactement, parce que, en fait, c'est quoi l'idée ? C'est qu'ils se parlent. Ils sont obligés de se parler pour choisir l'objet. Et après, quand ils nous ont offert cette parole, ça questionne le public, pareil, parce que le public, il va regarder les expositions que j'ai faites. Ah oui, vous avez exposé ces photos. Oui, j'ai exposé. Ils vont lire le livre et ils vont se dire « Et moi, chérie, c'est quoi d'autre objet ?» Et il se trouve que la première photo, c'est vous et votre mari avec une tasse avec une théière. Exactement, une petite théière Touareg. Pourquoi ? Parce que quand j'ai rencontré Pierre-Antoine, c'était un homme qui buvait du thé et les hommes que j'avais connus ne buvaient pas du tout de thé. Et moi, je suis une fada de thé à l'époque. J'ai une collection de théières depuis des années. Mais surtout, il buvait mon thé et il avait une théière de la reine d'Angleterre. Je trouvais ça assez iconoclaste. Et en plus, c'est parce qu'on a traversé le désert avec nos enfants et que j'ai appris, particulièrement pour cette petite théière, c'est avec les Touaregs que j'ai appris à faire le thé à la menthe sur les braises au fin fond du Niger. Oui. À Maniman, l'eau, c'est la vie. Et donc, entre nous, l'eau, c'est la vie. Et c'est la générosité, c'est offrir le thé, c'est offrir tout. Alors justement, ça c'est avec votre mari, mais les autres couples qui sont dans ce livre, qui sont des couples parfois d'anonymes, il y a le directeur du Grand Rex, il y a un footballeur, il y a plein de gens. Comment vous les avez choisis et comment vous les avez trouvés au départ ? Je leur ai demandé en toute simplicité, c'est des gens que j'aime, donc j'avais envie de leur demander de participer à cette création. Et du coup, les gens sont partants. Bien sûr, j'avais dit, ceux qui n'ont pas envie, ils ne le font pas parce que je privilégie l'amitié plutôt que la création. Oui, mais il y avait un équilibre de différence d'âge, de complicité, de couleur de peau. Ça aussi, il a fallu faire un dosage. Alors, Pierre-Antoine Hérault, mon mari, disait, en fait, tu voulais vérifier si tu avais des amis, puisque j'ai photographié 42 couples amis. Donc, mais c'est comme ça, j'ai des amis de très 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 longue date parce que je suis une monstre fidèle, comme je dis. Et du coup, ça a permis de d'aller dans la variété du monde. Parce que moi, c'est le cœur qui parle. C'est pas ni la couleur de peau, ni la différence d'âge. Donc, je leur ai demandé et du coup, ils ont été partants pour cette aventure. Et donc, j'ai fait ces photos à Paris, en Bretagne,
Allemagne, en Suisse, un peu partout, jusqu'au jour où j'ai montré ce travail au propriétaire du Grand Rex, Alexandre Hellman, qui a adoré. Donc, du coup, je les ai pris en photo et ils m'ont proposé de faire une journée spéciale amour le 14 février et j'ai exposé seulement cette journée parce le Grand Rex, c'est un endroit événementiel, hein. Ils font le cinéma, les avant-premières et la musique. Et là, c'est une grande première puisqu'ils n'avaient jamais exposé. Ils ont fabriqué une salle de cinéma qui s'appelle Love pour les amoureux. Ils ont loué des tonnes de films d'amour et j'ai pu montrer ces grands formats 40-80 dans cet espace absolument sublime qu'est le Grand Rex. Quand on lit ce livre, on voit bien sûr le côté sociologique que vous évoquez, mais en même temps, on se dit que chaque histoire d'un couple, il y a un scénario de film dedans, Pascal Rocard. Je suis d'accord, c'est assez étonnant parce que l'amour, on voit que c'est universel et pourtant, c'est à chaque fois unique, différent et étonnant. Parce qu'il y a des histoires qui sont quand même incroyables à chacun. Oui, mais en même temps, à chaque fois, il faut avoir les confidences, il faut que les couples acceptent de le raconter. Ça, c'est ma grande oreille et mon cœur. Maintenant, d'ailleurs, je suis prête pour photographier des gens que je ne connais pas. Parce que mon oreille et mon cœur s'est habitué à recevoir cette parole intime. Parce que je les questionne, j'essaye d'équilibrer. Celui-ci, il n'a pas assez parlé. Attention à celui-là, à celle-là, pour que les deux, qu'il y ait cette harmonie de l'amour qui se retrouve dans l'écriture. Harmonie et différence, car toutes les histoires d'amour ne se ressemblent pas. Il n'y en a pas une pareille et il n'y a pas un objet pareil sur ces 42 couples quand même. J'avais à chaque fois très peur. Je me dis, parce que je les découvre avec leur objet. Je ne sais pas ce qu'ils vont amener. Et dans un texte, j'ai repéré une chanson qui est la suivante. À trop vouloir te regarder, j'en oubliais les miennes. On rêvait de Venise et de liberté. L'encre de tes yeux, chanson de Francis Cabrel, chanson d'amour contrariée. Il s'est inspiré d'une chanson de Bob Dylan, mais il a gardé le mystère sur la personne à qui il évoque dans cette chanson. Elle est magnifique, elle est émotionnelle cette chanson. Et vous l'évoquez dans ce livre justement. C'est un de mes couples qui ont choisi cette mélodie de Cabrel et du coup ils ont amené leur objet. C'est un encrier avec une plume pour écrire. Donc ça fait référence à leur histoire. Hein. Ça fait référence aussi à Dada Oreiller qui adore les gypaètes, qui a fait tout un film sur les gypaètes. Donc il y a aussi l'idée des oiseaux par la plume. Il y a plein de choses dans ce symbole de leur amour. Parce qu'en fait, les couples, ils réfléchissent et ils trouvent des idées qui me plaisent aussi. J'adore. Et puis une référence dans ce livre, c'est Jean Cocteau à propos du miroir de leur histoire. Oui, parce que en fait, ça raconte beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'on voit dans cet objet? Comment on perçoit l'autre? Et comment on va nous-mêmes se questionner sur notre rapport amoureux à l'autre? Et c'est ça qui m'intéresse. Et Jean Cocteau disait d'ailleurs, les miroirs feraient bien de réfléchir. Il l'a dit dans son premier film qui était un moyen-métrage, même pas un court-métrage, financé par le vicomte de Noailles, qui s'appelait Le sang d'un poète et qui au départ devait s'appeler La vie d'un poète, car c'est un film très très personnel. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Non, je ne vois pas lequel c'est. Ah, c'est le premier film de Cocteau en 1930, Le sang d'un poète. Regardez-le parce que vraiment, on voit dans ce moyen-métrage les errements du poète et on comprend mieux le poète. Magnifique. Et puis, il se trouve que vous êtes aussi romancière. Il y a un premier livre qui est sorti, Le grain de sable. Le rêve du grain de sable, chez Calman Lévy. Oui, et là aussi, c'est encore une autre activité. Vous préparez un autre livre. Là aussi, c'est encore très différent. J'aime bien écrire, c'est important. J'aime bien me retrouver aussi dans la solitude de l'écriture, comme j'aime être dans le collectif et jouer et me mettre au service de quelqu'un. Je pense que moi, j'ai besoin de ces équilibres-là et toujours l'idée de marier les contraires. Oui, mais il faut déjà beaucoup travailler pour faire tout ça. Mais oui, je suis une bonne travailleuse, c'est vrai. À la fin de l'été, vous avez été, c'est un événement au Festival d'Angoulême organisé par Marie-France Brière et Dominique Besnéard pour présenter Chromosome X, qui est Chromosome Plus, pardon, qui est au départ une pièce de théâtre, un seul en scène, que vous avez adapté au cinéma
avec un décor très particulier de dessin animé. Voilà, alors effectivement, ça s'appelle Chromosome Plus ou l'éloge de la différence. Je me suis inspirée de mon beau-frère Stéphane, qui était trisomique et qui vivait avec nous et qui m'a apporté énormément et qui m'a ouvert au monde du handicap et qui m'a donné un autre angle sur ce handicap. Et du coup, quand il est décédé, j'ai eu envie de lui rendre hommage et j'ai créé cette pièce de théâtre où je joue 6 personnages, plein de personnages, dont un trisomique. Et j'avais envie toujours que ça passe par le côté poétique. Donc ce personnage de trisomique qui veut à tout prix réaliser ses rêves, c'est-à-dire jouer de la trompette dans la fanfare du village en jouant Carmen de Bizet. Parce que Stéphane adorait l'opéra. Et aussi de voler comme un goéland. Et donc il y a un autre personnage qui s'appelle le goélange. Et de se dire comment on peut réaliser ses rêves. Même les handicapés, même si on a un handicap, on peut réaliser ses rêves grâce à l'amour des autres, de la mère, de tout le monde. Et du coup, comme ce spectacle a énormément tourné dans tous les pays francophones, j'ai eu envie, avec Gilles Valéry, qui faisait la scénographie, c'est-à-dire la lumière et les décors sur ma pièce, j'ai adapté ce spectacle et on en a fait un film de fiction complètement iconoclaste parce que je joue tous les personnages dans un fond d'animation et les illustrations sont faites par la petite Elisa Haute qui habite à Angoulême justement. Et c'est un peu curieux parce que je joue un peu tous les personnages, c'est en 2D, mais c'est très poétique, c'est une fable pour les jeunes, pour les enfants, pour comprendre qu'est-ce que le handicap et en même temps comment on vit avec ça. Et aussi je parle de la discrimination grâce à un des personnages qui est une chipie et qui veut pas du tout être collé dans la fanfare à jouer avec ce mongol. Alors, je précise que ce film, vous avez repris le principe du film Roger Rabbit, qui a peur de Roger Rabbit, ou qui veut la peau de Roger Rabbit, mais qu'à la différence de Roger Rabbit et de Disney, vous êtes toute seule à faire ce film avec Gilles Valéry, alors que pour Roger Rabbit, il y avait 326 animateurs et 82 080 dessins de films. J'imagine qu'on n'avait pas le même budget. Je pense aussi. Ce film, qu'est-ce qui va devenir maintenant qu'il a été présenté ? Alors, le film a été sélectionné au festival d'Angoulême dans la catégorie Nouveau Regard. Il a été très bien perçu. Dominique Besnéard l'a présenté avec beaucoup de chaleur. J'étais tellement heureuse. Et le public a été touché par ce film. Donc maintenant, il va falloir chercher un distributeur. Je vous appelle, messieurs, mesdames, les distributeurs. C'est un film qui fait du bien, qui aide à faire cet éloge de la différence. Et comme on l'a vu avec le film d'Artus, un petit truc en plus, c'est important, d'insérer nos amis, ces personnes en situation de handicap dans notre société. Et surtout, moi, avec ce film, j'offre le chromosome du bonheur. Et c'est un combat en plus que vous allez mener, parce que vous n'en avez déjà mené beaucoup. C'est le dernier pour l'instant. Oui, c'est le prochain, là. Faut que je continue, que je m'accroche. Vous n'avez pas l'intention d'arrêter, au contraire, vous avez toujours une nouvelle idée derrière la tête, Pascale Rocard. C'est plus fort que moi. Si je ne crée pas, je m'éteins. Voilà, mais là, vous n'arrêtez pas de créer et vous allez continuer. Là, je vais avec l'objet de votre amour. Je vais à la chapelle de l'Orcial en Normandie pour les week-ends patrimoniaux et je vais exposer de l'amour dans cette chapelle du XIIe siècle à Raux pour les 2 prochains week-ends. Bon, il y a tout sur mon site, pascalrocard.com. En tout cas, cet amour que vous défendez, cet amour de tout ce que vous aimez, justement, correspond peut-être et sans doute à ce que le public cherche. Et je lui recommande donc l'objet de votre amour, ce livre de textes et de photos tout à fait original aux éditions Slacktine. Et continuez ainsi à défendre ce que vous aimez parce que c'est la seule chose qui compte finalement. Mais je vous remercie. Il faut partager l'amour et l'amitié. Eh bien, continuons comme ça. Voilà. Merci Pascale Rocard. Les Clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.